La crise financière, comme toutes les crises, elle ressuscite certaines velléités protectionnistes. Alors on avait déjà vu ça évidemment dans les années 30 et on n'avait pas seulement eu des velléités protectionnistes, puisqu'il y avait vraiment eu un certain nombre de mesures, barrières tarifaires, douanières qui avaient été prises. On a vu ça plus récemment au début des années 90 et puis ça revient. Et bien entendu c'est très dangereux parce que si on est sûr de quelque chose, si la science économique a accouché d'un résultat bien établi, c'est le fait que le libre-échange est préférable au protectionnisme pour tout un tas de raisons qui ont été démontrées à la fois théoriquement et empiriquement. Et la difficulté en réalité, c'est que les thuriféraires du protectionnisme posent parfois de bonnes questions. Quand ils nous disent si on était en économie fermée, les plans de relance seraient plus efficaces. Il y a quelque chose de vrai derrière ça. Et en réalité, ils posent de bonnes questions, mais ils apportent de très mauvaises réponses. C'est pour ça que je fais un certain nombre de propositions, 4 propositions en tout, pour régler ou pour commencer à régler des problèmes qui sont pointés du doigt, à juste titre, par les avocats du protectionnisme. On a un vrai problème de compétitivité de l'industrie dans certains pays européens. Mais la solution à cette désindustrialisation, ça n'est pas le repli sur soi, c'est au contraire le fait d'être offensif et notamment d'être plus fort en matière de recherche et développement et surtout d'articulation entre la recherche publique et la recherche privée. Et c'est là où nous, on n'a pas été bons. En Europe, les Américains, eux, alors qu'ils sont mauvais sur d'autres sujets, mais sur le sujet de la recherche, sur le sujet de l'articulation entre recherche publique et recherche privée, sur le sujet de la mue en succès commerciaux de recherche fondamentale dans les universités américaines, là, il y a des choses à prendre. Et ça, typiquement, c'est un dossier européen, donc il faut mettre ce dossier sur la table au niveau communautaire pour essayer de mettre en place des grandes universités européennes qui auront la capacité véritablement d'alimenter les entreprises en nouvelles innovations. Alors, bien entendu, c'est lié à la recherche et développement. C'est vrai qu'en Europe, on a un déficit en matière de financement de l'innovation. Là encore, les Américains sont plutôt bons quand vous voyez ce que fait aujourd'hui la Silicon Valley, par exemple, en matière d'économie verte, d'écologie. Ils sont sur des montants qui sont beaucoup plus importants que nous. Et il faut corriger ça, surtout dans une période où le système bancaire a quelques difficultés à financer l'innovation. Donc il faut davantage de financement privé. Ça passe très certainement par des incitations fiscales, mais qui là encore doivent être prises au niveau européen parce qu'il faut créer une sorte de grand marché du financement de l'innovation. Et on se dit toujours qu'il n'y a pas d'entreprise sans succès commerciaux, c'est vrai, mais il n'y a pas de succès commerciaux si au départ on n'a pas pris la peine de financer un effort d'innovation. Et il est clair qu'il faut aller beaucoup plus loin dans cette voie en Europe. Pour avoir des entreprises efficaces, il faut qu'elles puissent s'adresser à un grand marché. Et c'était l'une des justifications au départ du point de vue économique de l'Union européenne. Et quand on regarde attentivement les choses, on se rend compte qu'on a encore beaucoup de réglementations nationales, qu'on a encore beaucoup d'habitudes nationales. Et finalement, ça génère des frictions dans le commerce intra-européen. Donc je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin pour qu'une entreprise qui se crée en France, par exemple, ou une entreprise qui se crée en Allemagne, n'ait pas seulement devant elle le marché français ou le marché allemand, mais qu'elle ait le marché européen. Et ça passe par une intégration beaucoup plus importante des différents marchés nationaux. Et ça passe notamment par une harmonisation des réglementations. Alors, on l'a déjà pas mal fait dans le domaine industriel, dans le domaine des biens manufacturés. Il faut aller maintenant beaucoup plus loin dans le domaine des services pour qu'une SS2I ou une société financière, que sais-je, quand elle naît en France ou quand elle naît dans un pays européen, eh bien, elle ait en face d'elle un grand marché à servir. Alors les avocats du protectionnisme nous disent, ben voilà, les plans de relance, ça ne marche plus en économie fermée. C'est vrai, sauf que ce qu'il faut en réalité, c'est que les plans de relance soient mis en place sur une grande échelle. Parce que plus la zone dans laquelle le plan de relance a lieu est grande, plus cette zone est fermée. C'est bien pour ça que les Américains, eux, arrivent à faire des plans de relance qui sont relativement efficaces, parce qu'il y a assez peu de fuites dans le commerce extérieur. En revanche, si les Pays-Bas, l'Allemagne ou même la France ont fait des plans de relance, vous avez une partie de ce plan de relance qui va être mangée en importation finalement. C'est pour ça qu'il faudrait très certainement une plus grande coordination de la politique macroéconomique à l'échelle européenne. Alors bien entendu, ces derniers mois, on a eu malgré tout une sorte de coordination spontanée, puisqu'on a eu des plans de relance en France, en Allemagne, en Espagne, mais il faut aller beaucoup plus loin et surtout il faut se créer d'un outil macroéconomique, un endroit où véritablement on puisse faire de la coordination macroéconomique où les États puissent se réunir très rapidement pour prendre très vite des décisions, mais surtout en même temps.
Pour que l'Europe puisse voir sa crédibilité accrue après ce G20, il faut que l'Europe puisse prendre un certain nombre d'initiatives pour montrer que, contrairement à ce que les Américains ont laissé entendre ces dernières semaines ou ces derniers mois, il y a véritablement des choses qui se passent en Europe. Il y a une vraie Union européenne sur le plan économique et surtout il y a une Europe qui est capable de prendre des décisions qui seront favorables à la croissance. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut se parler franchement, les Américains, les Asiatiques jouent un peu sur le fait que l'Europe est un petit peu en retard en matière de politique économique. Et bien, il faut aller beaucoup plus loin et c'est pour ça que j'ai formulé ces 4 propositions. Il reste beaucoup de choses à faire en Europe et surtout avec des résultats économiques qui peuvent être tangibles relativement rapidement.